Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 5e épisode de Entre les matchs avec Marc Tuga. Marc Tuga, c'est moi. Habituellement, à cette émission-là, on invite nos invités, c'est des gens, des joueurs, des entraîneurs, des gens, des personnalités de la PLSQ, mais aujourd'hui, on a décidé de prendre une vision plus large. C'est pourquoi que notre invité aujourd'hui, c'est Éric Leroy, le directeur technique de la Fédération de soccer du Québec. Bienvenue, Éric. Bonjour. Le but aujourd'hui, c'est de parler de la PLSQ, mais avec point de départ, l'élimination de l'équipe canadienne nationale masculine, qui sera pas à la Coupe du Monde de 2018. Éric, c'est ça, on veut profiter de ta vision plus large pour parler, là, bon, c'est quoi les solutions, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Moi, je me souviens, en 2014, quand l'équipe avait été éliminée, il y avait eu le fameux 8-1 au Honduras. Ça avait fini de façon très négative. Tu m'avais dit, non seulement il faut oublier la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, mais il faut oublier 2018. Maintenant, il faut oublier 2018. 2022, comment tu vois ça? Comment je vois ça? Tout d'abord, la campagne ici, elle s'est mieux terminée que la précédente, puisqu'on a terminé par une victoire contre le San Salvador. Alors, quand on parle de qualification pour une Coupe du Monde dans le modèle canadien qui est le nôtre aujourd'hui, c'est évident que tout ce qui se passe à 4 ans, ça reste du court terme. Donc, avoir un plan avec des responsabilités partagées, ça prend 8-12 ans, et puis ça prend de s'y tenir. Donc, malheureusement, on sera pas si je ne me trompe pas, on sera pas en Russie, qui sera la 21e Coupe du Monde depuis sa création en 1930. Donc, une qualification sur 21, on peut clairement parler de grosses difficultés au niveau canadien. C'est quoi le travail? Explique-nous un peu l'énormité du travail qu'il y a à faire, là, parce que c'est comme, bon, on a remercié le Benito Floro, le sélectionneur. Est-ce qu'on recommence à zéro encore ou faut aller plus loin, c'est plus loin que le sélectionneur, dans le fond, là? Tout à fait. Je dirais, Benito Floro, que la CSA a remercié la semaine passée, c'est dans la logique de la vie d'un entraîneur, la durée. T'es pas qualifié, tu disparais. Mais le pays reste, et puis les structures existantes ou non encore existantes, il faut les développer, les entretenir. Alors, est-ce que Benito est responsable de la non-qualification du Canada? Définitivement, il a une responsabilité. Il est responsable du choix des joueurs, il est responsable des camps, il est responsable du schéma tactique, mais est-ce qu'il est l'unique responsable? Définitivement non. Je pense qu'on peut parler clairement de responsabilité collective. Le premier responsable des résultats canadiens sur les 21 Coupes du Monde, c'est l'entraîneur de U5 quand il accueille un jeune joueur au Newfoundland ou au Québec. Comment il l'accueille? Parce que si déjà à ce niveau-là ça se fracasse, il n'arrivera jamais dans les mains de Benito ou bien de son successeur. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une recherche, une compréhension globale du cheminement du joueur. Mais c'est ça, c'est faut améliorer. C'est pas une question de changement de joueur en deuxième demi. Ça prend des meilleurs joueurs puis des meilleurs dépistages puis tout ça. D'où le rôle de la PLSQ, peut-être, c'est que le problème est plus large que la PLSQ. On n'entrera pas là-dedans parce que on va être ici encore jusqu'à la prochaine lune, la prochaine pleine lune. Mais parle-nous, la PLSQ, il y a un certain rôle à jouer là-dedans, dans le cheminement du joueur. Explique-nous, c'est quoi la pertinence de la PLSQ à cet égard-là? Il y a 2 minutes, on parlait de l'équipe nationale. Alors, il faut être clair, la PLSQ, son mandat premier, c'est pas d'amener des joueurs sur l'équipe nationale. Et je dis malheureusement aujourd'hui, quand on regarde la composition de l'équipe du Canada, peut-être il serait intéressant, et c'est certainement fait, c'est de savoir combien de joueurs jouent en première ligue anglaise, italienne ou espagnole ou française. Bon, la réponse, elle est zéro. Si on regarde purement les Québécois, on en avait 4 qui étaient dans le dernier match. Et puis les plus jeunes, ils jouent soit en division 2 américaine, soit dans l'équipe réserve de l'Impact, en division 3 espagnole, et puis le plus âgé, je pense, en division 3 allemande. Donc on n'a pas de joueurs qui jouent aujourd'hui dans des ligues majeures. Alors j'ai eu la semaine passée le plaisir de rencontrer les responsables de l'Islande. Alors je peux pas m'en empêcher de faire de parallélisme, mais vous allez voir pourquoi. Parce que l'Islande, c'est égal à notre ARS de Laval, c'est 200 000 habitants, 300 000 et 10 000 joueurs, et eux sont capables de battre l'Angleterre, se qualifier aux dépens du Pays-Bas. Donc c'est pas une question de volume. Mais pour en revenir à la PLSQ, la raison première, la PLSQ, c'est pour permettre à des joueurs n'ayant pas le niveau de jouer en MLS en équipe nationale, voire en division 2 NASL, de pouvoir faire du sport dans des bonnes conditions et de pouvoir avoir une visibilité québécoise pour tous les adeptes du sport, de pouvoir aller à Blainville, de pouvoir aller à Lac-Saint-Louis, voir du football de bon niveau. Alors,
exceptionnellement, on pourrait récupérer un joueur en Division 3, comme Ribéry a été récupéré en national ou d'autres. Mais le chemin, ça serait parce que pour l'instant, à court moyen terme, c'est sûr que les joueurs de l'équipe nationale vont venir des 3 académies ou des 3 clubs professionnels de la MLS. Comme je disais, mais est-ce qu'un joueur de la PLSQ pourrait aboutir avec l'Académie de l'Impact éventuellement et après l'équipe nationale? Si on veut parler de la PLSQ, on va récupérer plus de joueurs n'ayant pas réussi à percer dans l'équipe de l'Impact. Oui, il faut qu'il y ait en quelque part ces donc, joueurs-là. Ces joueurs qui ont eu un train d'entraînement élevé pendant quasi toute leur jeunesse, se retrouver à 21 ans sans plus avoir d'opportunité à jouer dans l'équipe professionnelle de notre province, au moins ils ont une possibilité de faire du sport sérieusement. Mais là, on ne parle plus de repartir vers l'équipe nationale, sauf exception. Donc le rôle de la PSQ, c'est de promouvoir le football de très bon niveau, au niveau provincial, de pouvoir collaborer, je pense, de plus en plus avec l'Ontario. Et là, on parle quand même d'une région de plus de 20 millions d'habitants, de pouvoir avoir quelque chose de correct, mais c'est pas le cheminement idéal d'un joueur. Dans le fond, c'est peut-être un joueur qui fait l'équipe nationale U17, U19, puis après qui se retrouve pas avec l'équipe senior. Il y a un endroit où aller jouer ensuite. Si tu perces pas en MLS à 18 ans ou dans l'équipe réserve, si tu veux continuer à faire du football, du soccer de haut niveau, il y a quelque chose de correct au niveau provincial. OK. Puis, mais c'est ça, je sais que tu m'as déjà dit aussi, c'est comme, pour l'instant, il y a seulement 3 clubs professionnels au Canada. Il y en a 5 avec les ceux de la NASL, donc on peut dire 5 clubs avec des académies. Mais tu m'avais dit, c'est comme en Europe, là, c'est comme il y a plus que 5 académies en France. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres académies? Là, on se heurte à une corde sensible. Ou on peut parler aussi de la structure de club qui est appliquée dans la PLSQ. Oui, là, on se heurte de nouveau à une de mes cordes sensibles. C'est évident que je viens d'un petit pays, j'ai la Belgique, pour pas le nommer, qui a été longtemps numéro 1 au monde. Ils sont encore deuxième, même population que le Québec, à 2 millions près. C'est 25 clubs professionnels, c'est 25 académies, et c'est en même temps une dizaine de centres nationaux gérés par la fédération. Donc, comparaison n'est pas raison, mais je pense que nous avons 33, 34 millions d'habitants. C'est pas vrai que tous les joueurs de 13 ans sont dans les 3 académies pour des raisons bien simples à comprendre, de distance, de détection. Je parlais la semaine passée avec Laurent Guillot, qui est le DT de TFC. Ils ont 20 très bons joueurs en U13, donc cheminement de l'académie. Ils n'ont pas du tout la prétention d'avoir tous les bons joueurs U13 parce qu'il y en a bien plus que 20. Mais un de nos problèmes dans notre vision nord-américaine, c'est que si on met le goulot d'étranglement très jeune, et toutes les statistiques mondiales sont là, il faut laisser le temps de développer. Et je reviens, j'avais anticipé ta question sur l'Islande. Eux, la réponse est très simple. On a très peu de ressources humaines, entraîneurs et joueurs, donc il faut maximiser. Aujourd'hui, quand on a un club de 2000 membres, on va prendre les 20 qui paraissent les plus aptes et dont les parents se sont occupés. Mais c'est pas ça le vrai travail. Le vrai travail, c'est de chercher la quintance de ce qu'on a. Okay. Puis, il y a aussi le côté féminin. L'équipe nationale féminine fait très bien, même au-dessus des attentes. Mais ça ne veut pas dire que la structure est en arrière non plus. C'est comme on a habitué les sélectionneurs de l'équipe féminine à fonctionner en vase clos quasiment. On avait 2 clubs québécois jusqu'à récemment qui jouaient en W-League. Maintenant, ça a disparu. On parle peut-être de bientôt, à plus ou moins courte échéance, à moyen terme, d'une PLSQ féminine. À quel point c'est nécessaire? De la même façon que pour les hommes, je veux dire, si on ne donne pas des outils et des moyens d'expression, on perd beaucoup de potentialité. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer John Hurtman quand il est arrivé il y a quelques années. Et puis, si on est rendu 2 fois à faire la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, c'est pas le bingo, c'est le travail. Il y a eu un gros travail sur une génération de joueurs. Maintenant, comme directeur technique provincial, c'est évident qu'on se trouve entre la région et le pays. C'est comment on peut essayer d'impacter. Alors, c'est clair que on a le centre national où on peut donner à 60 filles l'environnement professionnel qu'elles pourraient trouver si ça existait en Europe pour les filles. Après, à 17 ans, ça devient compliqué. S'expatrier vers les États-Unis, est-ce que c'est une option? Peut-être, mais pas sûr. Est-ce que avoir une ligue du type PLSQ, c'est ce qu'on souhaite? Parce que celles qui jouent pas en équipe nationale ou qui jouent pas professionnelle dans la ligue américaine,
mais il y en a beaucoup. Donc, c'est important d'avoir des endroits où on puisse jouer au soccer et vendre le soccer de qualité. Alors, la filière féminine, il faut la traiter avec beaucoup d'attention. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos partenaires de la PLSQ. Pourquoi c'est important du point de vue de la fédération? Bon, autant les gars que les filles, que tu parlais du goulot d'étranglement qui était très étroit. Pourquoi il faut l'élargir? Pourquoi c'est important? Parce que toutes les statistiques sérieuses sur les 20-30 dernières années démontrent que un enfant à 13 ans qu'on fait déménager, ses chances de succès ils sont égales à 0. Les statistiques nous montrent qu'en France, 60% des joueurs professionnels arrivent dans les centres de formation après 16 ans. Donc là, on parle quand même de Ligue 1, Ligue 2, voire Ligue nationale 1 qui ont des centres de formation. Donc 60% des joueurs arrivent après. Donc s'il n'y avait pas de club amateur sérieux, CFA, CFA2, etc., eh bien il y aurait 60% de joueurs qui n'y arriveraient jamais dans l'antre des clubs professionnels. Et là, on parle de la France, où évidemment la géographie, la densité, les possibilités ne sont pas les mêmes. Quand on sait que 15% des gens qui ont fait l'équipe nationale U17 n'arrivent jamais en équipe nationale senior, mais tout ça fait bien penser que si on n'a que 3 endroits pour 35 millions où on fait de l'excellence, eh bien on est dans les dégâts collatéraux énormes. De la même façon que s'il y a 5 ans on dégoûte un enfant de jouer au soccer, ben, il n'arrivera jamais au niveau U13 provincial ou à l'académie. Il est mort avant d'arriver, donc on n'a pas créé un environnement positif. Et notre ami Benito Flores, ben, il l'aura jamais dans son équipe nationale, et puis on est rendu là. Okay. 2026? Je suis pas Madame Soleil. Tout ce que je t'avais dit, c'est que c'est beau de faire des plans de marketing de 2014 vers 2018. C'est bien de dire, et c'est des bonnes choses, qu'on a eu 90 000 personnes cumulées dans les stades. C'est merveilleux. Donc ça, c'est des avancées majeures. Mais est-ce que ça va nous qualifier pour 2022? Je suis pas au décisionnel canadien. Je fais partie de l'étage en dessous, qui est en lien avec l'étage supérieur et inférieur. La même chose que le district, la région est en lien avec le club et la fédé. Donc je répète que chacun a sa tâche dans l'ouvrage. Mais moi qui suis plus dans le long terme que dans le court terme, je pense qu'effectivement, les plans à 4 ans pour une sélection en Coupe du Monde, c'est toujours aléatoire. Et puis les statistiques sont là. Je dis, en 1930, on s'est qualifié une fois. Alors il faut arrêter de dire que la prochaine fois on va se qualifier parce que il faut garder la crédibilité. Alors il y a plein d'indicateurs qui vont bien quand on amène tant de monde dans les stades, c'est merveilleux, c'est extrêmement important. Il faut parfois prendre le temps de se retourner et dire waouh, il y a du travail qui est effectué, mais dans l'équipe nationale c'est le top. Se qualifier pour 2022, oui peut-être, mais ça dépend d'un contexte. Mais si on veut pérenniser 2022, 26, 30, ça prend un plan et pour ça il faut un chef d'orchestre qui doit avoir géré toutes les problématiques canadiennes de distance, de climat, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est même pas la dernière ronde qu'on a atteint, c'est l'avant-dernière ronde. Absolument. Absolument. OK, merci Eric. C'était un plaisir. À la prochaine. À vous aussi, à la prochaine pour la 6e émission. On va se revoir d'ici la fin du mois de septembre.